La pluie tombait avec force sur les vitres de la tour de Vegatech, déformant le reflet des lumières de la ville, comme si le temps lui-même était réécrit. À l'intérieur du bâtiment, le bruit des claviers résonnait en vagues nerveuses. Il était presque 11 heures du soir, et les ingénieurs en logiciel étaient réunis autour d'un écran, affichant une ligne rouge clignotante. Error fatale en el sistema de authentication linguistica. Esteban Vega, l'homme qui avait bâti un empire technologique de toutes pièces, arpentait la pièce de long en large, les mains croisées derrière le dos, le regard froid et le visage lourd. « Je veux des réponses, pas des excuses, » dit-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. L'un des ingénieurs, pâle et en sueur, tenta d'expliquer « Si le serveur n'est pas restauré d'ici minuit, nous perdrons le contrat avec le consortium japonais. Toute la négociation dépend de cette signature numérique. » Esteban se tourna lentement. « Alors ne perdez pas de temps. Réparez. » Mais personne n'y parvenait. Le code était corrompu, la langue mélangée à des caractères anciens que le traducteur automatique ne reconnaissait pas. Les machines échouaient, les esprits échouaient, et c'est dans ce chaos que le destin décida de frapper à la porte, littéralement. Un coup timide résonna, comme une insulte à la tension ambiante. Tous se tournèrent. La porte vitrée s'ouvrit, révélant un garçon trempé, un sac à dos sur les épaules et un sac en papier à la main. « Livraison du soir », dit-il d'une voix basse mais ferme. Le garde de sécurité fit un pas en avant, mais Esteban leva la main, impatient. « Laissez-le entrer. Peut-être que la nourriture est la seule chose qui fonctionne dans cette entreprise. » Des rires contenus emplirent l'air, mais s'éteignirent rapidement lorsque le garçon posa le sac sur la table, et sans le vouloir, ses yeux se posèrent sur l'écran. Daniel Reyes ne pouvait expliquer pourquoi il ressentit ce frisson. Les lignes de code lui semblaient familières, presque intimes, comme les pages d'un livre qu'il aurait lu dans une autre vie. « C'est du japonais classique », murmura-t-il. L'un des ingénieurs éclata de rire. « Bien sûr, le livreur est maintenant linguiste. » Daniel l'ignora. « Vous utilisez un traducteur sans support pour le Keigo. C'est pourquoi le système a planté. Il lit les expressions de respect comme des commandes de soumission. » Le silence qui suivit fut inconfortable. Esteban le fixa, à la fois curieux et agacé. « Et comment sais-tu cela ?» Daniel hésita. « Mon père était traducteur, Pedro Reyes. Il a travaillé sur des projets d'intégration linguistique, y compris pour Vegatech. » Le nom sembla allumer une étincelle dans les yeux d'Esteban, mais il la dissimula. « Intéressant. Et qu'est-il arrivé à ce... ton père? Il est mort il y a 8 ans, mais il m'a laissé assez pour comprendre ce que vous faites de travers. » Esteban s'approcha, jaugeant le garçon de haut en bas. « Tu penses pouvoir réparer ce que mes ingénieurs n'ont pas réussi? »« Je peux essayer, » répondit Daniel sans trembler. « Pour combien ?» demanda l'entrepreneur d'un ton presque méprisant. « 500 $, dit le garçon. Le rire qui suivit fut presque cruel. « 500 pour un essai ?» Daniel le fixa en retour. « Pour le résultat. » Il y eut un instant de silence avant qu'Esteban ne fasse un signe aux gardes. « Donnez-lui un ordinateur. Voyons si le fils d'un traducteur vaut plus que 30 diplômes. » Daniel s'assit, ouvrit son sac à dos et en sortit une clé USB rayée, ornée d'une vieille étiquette. P. Reyes. Les ingénieurs échangèrent des regards sceptiques, mais il ne sembla pas le remarquer. Il connecta l'appareil, prit une profonde inspiration et commença à taper. Le bruit des touches était constant, rythmé, presque musical. Les caractères japonais se mêlaient au code binaire, créant une danse étrange sur l'écran. Chaque commande corrigeait la précédente, chaque symbole semblait obéir à une logique invisible. Esteban observait en silence, les bras croisés, essayant de décider s'il voyait là un génie ou un garçon illusoire. Ces contrats ont été rédigés avec le Keigo de seconde forme, expliqua Daniel sans lever les yeux. C'est une langue utilisée pour s'adresser aux autorités impériales. Si vous traduisez littéralement, on dirait que vous vous moquez d'eux. Un ingénieur s'approcha. Mais le logiciel d'IA de Vegatech est conçu pour éviter les erreurs culturelles. Daniel tapa une ligne de plus et répondit calmement. L'IA peut éviter les erreurs, mais elle ne comprend pas le respect. L'horloge affichait 23h27 lorsque les écrans commencèrent à se stabiliser. Le système, qui clignotait en rouge auparavant, montrait désormais des lumières bleues stables. Daniel essuya la sueur de son front, ses doigts planant encore au-dessus du clavier. Terminé. Esteban fit un pas en avant. Terminé, c'est tout? Daniel hocha la tête. J'ai restauré le protocole original et j'ai ajouté une clause que votre système a ignorée.
celle de la réciprocité. Maintenant, le texte exprime la coopération, pas la soumission. Un ingénieur testa l'envoi et attendit. Quelques secondes plus tard, une alerte apparut. Traduction validada. Connexion restablecida. La salle explosa en murmures. Esteban ne bougea pas. Il resta immobile, regardant le garçon comme s'il faisait face à une énigme. « Qui t'a appris cela ?» demanda-t-il. « Mon père, » répondit Daniel se tournant enfin. « Il me disait que traduire, c'est plus que changer des mots, c'est comprendre l'âme de celui qui parle. » L'espace d'un instant, une douceur traversa le visage de l'entrepreneur, mais il retrouva vite son ton froid. « Ton père était un homme talentueux, dommage qu'il ait pris de mauvaises décisions. » Daniel fronça les sourcils. « Il n'a pas pris de mauvaises décisions, monsieur Vega. Quelqu'un les a prises pour lui. » La tension dans l'air devint palpable. Esteban ouvrit la bouche, mais un son aigu l'interrompit. Le système principal confirmant le succès de la transaction internationale. Le contrat était sauvé. L'Empire aussi. Les cadres commencèrent à applaudir discrètement, soulagés. Mais Daniel se leva simplement, récupéra sa clé USB et la glissa dans sa poche. « Puis-je être payé maintenant ?» demanda-t-il avec simplicité. Esteban cligna des yeux, surpris. Puis il rit brièvement, un rire fatigué. « Tu as du cran, gamin. Et des résultats. » Il ouvrit un tiroir et jeta une pile de billets sur la table. « Voilà tes 500. » Daniel les ramassa en silence. « Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. » Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Esteban dit quelque chose que personne n'attendait. « Ton père parlait de toi. » Daniel s'arrêta. Il disait qu'un jour, le monde apprendrait à entendre ce qu'il n'a pas pu dire. Le garçon resta immobile quelques secondes, puis répondit d'une voix calme. Alors peut-être que le monde a commencé à écouter. Il quitta la salle sous le bruit lointain de la pluie. Dehors, les rues mouillées reflétaient la ville comme un miroir déformé. Il marcha lentement, sentant le poids de l'argent dans une poche et de la clé USB dans l'autre, un rappel que la vérité est parfois la seule langue qui vaille la peine d'être traduite. Au sommet de la tour, Esteban resta immobile devant la fenêtre, observant les lumières de la ville. Quelque chose en lui bougeait, un malaise ancien, le genre que le pouvoir ne peut étouffer. Le nom Pedro Reyes résonnait dans son esprit comme une ombre revenue réclamer du sens. Des heures plus tard, lorsque l'orage s'était dissipé, Daniel arriva dans la petite pension où il vivait. Il enleva son manteau, le suspendit pour le faire sécher et posa l'argent sur la table. Ce n'était pas seulement un paiement, c'était un symbole. Le prix de la vérité dit à voix basse. Il alluma une lampe de chevet, ouvrit un carnet et écrivit d'une écriture ferme. La langue est une justice déguisée en mots. Il ignorait qu'à cet instant précis, la vidéo de son intervention dans la salle de conférence circulait déjà sur les réseaux internes de l'entreprise. Un ingénieur, impressionné, avait tout filmé. Le garçon qui avait défié un empire avec une vieille clé USB et un regard calme commençait à devenir le symbole de quelque chose que personne ne pouvait nommer. Peut-être l'espoir. Et tandis que les vues augmentaient, Daniel dormait profondément pour la première fois depuis des années, sans imaginer que la traduction qu'il avait réalisée cette nuit-là changerait non seulement une entreprise, mais le destin de tous ceux qui avaient oublié la véritable valeur des mots. Le lendemain matin, Daniel fut réveillé par le bourdonnement incessant de son téléphone. Messages, appels, notifications, la vidéo de la veille était devenue virale. Il se frotta les yeux, incrédule, en lisant les titres qui se multipliaient. Un livreur sauve un empire milliardaire. Daniel Reyes, le génie anonyme qui a humilié l'IA. Vegatech sauve un contrat grâce à un traducteur de rue. Les images le montraient trempé, les cheveux mouillés et le regard ferme face au cadre. Pas d'arrogance, juste de la certitude. En quelques heures, ce visage simple était devenu un symbole d'intégrité et de courage. De l'autre côté de la ville, Esteban Vega regardait les mêmes images dans sa salle silencieuse. L'homme qui avait toujours contrôlé les récits était désormais prisonnier de l'un d'eux. La vidéo montrait non seulement le sauvetage du contrat, mais aussi le moment où il s'était moqué du garçon. Internet ne pardonnait pas. Le millionnaire qui n'a pas compris la valeur des mots était désormais une phrase associée à son image. Elena, son assistante, entra discrètement. « Monsieur Vega, la presse est à la porte. Dois-je les éloigner ?» Il continua de fixer l'écran, pensif. « Non, organisez une conférence de presse pour demain. » Elena hésita. « Vous allez réagir ?» Esteban prit une profonde inspiration. « Non, je vais répondre. » Pendant ce temps, Daniel tentait de reprendre une vie normale.
La petite pension où il vivait était entourée de reporters. Il descendit les escaliers, vêtu du même manteau bleu, le visage partagé entre l'étonnement et l'inconfort. « Daniel, qu'avez-vous ressenti en défiant un milliardaire? Allez-vous accepter un contrat avec Vegatech? Votre père a-t-il vraiment travaillé pour l'entreprise ?» Les questions se bousculaient. Il répondit simplement, calmement, « J'ai juste corrigé une traduction, et peut-être quelque chose de plus. » Quelques heures plus tard, un message inattendu arriva dans sa boîte mail. Expéditeur, Vegatech officiel, objet, invitation. Le corps du texte était simple. Esteban Vega sollicite votre présence au siège demain à 10 heures. Motif, proposition. Daniel relut le message plusieurs fois. Quelque chose en lui hésitait, mais une autre partie, peut-être la voix de son père, le poussait à avancer. Le lendemain matin, le ciel était clair, mais l'air sentait encore la pluie de la veille. En entrant à nouveau dans la tour de verre, Daniel ressentit un mélange de déjà-vu et de méfiance. Les caméras pivotèrent discrètement vers lui. Dans le hall, des panneaux affichèrent des phrases motivantes. L'innovation, c'est la confiance. Les mots façonnent l'avenir. Il faillit rire de l'ironie. Elena l'accueillit avec un sourire étudié. « Monsieur Reyes, Monsieur Vega vous attend dans l'auditorium. » Daniel suivit le couloir éclairé jusqu'à la scène principale. La salle était pleine. Cadres, journalistes, caméras de télévision. Au centre, Esteban Vega, impeccable dans son costume sombre, attendait. « Mesdames et messieurs, » commença Esteban au micro. « Hier, cette entreprise a vécu un moment inattendu. Un problème technique a menacé des années de travail et la solution est venue d'où nous l'attendions le moins. » Il marqua une pause théâtrale. « Daniel Reyes. » Les caméras se tournèrent vers lui. Daniel prit une profonde inspiration et monta sur scène. Esteban poursuivit. « Au nom de Vegatech, je tiens à le remercier publiquement pour avoir restauré non seulement le contrat, mais aussi le respect entre les cultures. C'est pourquoi je lui offre un poste permanent dans notre département de linguistique appliquée, avec un salaire et des conditions dignes de son talent. » Les applaudissements résonnèrent, mais Daniel n'applaudit pas. Il prit le micro calmement et répondit « Monsieur Vega, je vous remercie, mais il y a quelque chose à dire. » La salle se tut. « Mon père, Pedro Reyes, a travaillé dans cette entreprise il y a 8 ans. Il a créé une partie du système que vous appelez aujourd'hui innovation. Il est mort sans reconnaissance parce que quelqu'un a effacé son nom des archives. » Esteban resta immobile, le visage impassible, mais les murmures commencèrent. Daniel continua. « Je ne veux pas de ce poste. Je veux justice. Je veux que son nom soit rétabli, que Vegatech reconnaisse qui a véritablement bâti les fondations de cet empire linguistique. » L'espace d'un instant, personne ne respira. Puis Esteban s'approcha du micro, la voix basse, contrôlée. « Tu es courageux, gamin, mais la justice ne paie pas les factures. » Daniel le regarda dans les yeux. Ni la culpabilité. La phrase fut un coup silencieux. Esteban détourna le regard. Les caméras capturèrent l'instant. Le lendemain, il ferait la une mondiale. Quelques heures plus tard, seul dans son bureau, Esteban ouvrit le fichier mentionné par Daniel. Il chercha ligne par ligne jusqu'à trouver un dossier caché, marqué des initiales PR. À l'intérieur, des codes, des rapports et un brouillon de contrat daté de 8 ans, signé numériquement par Pedro Reyes. Le cœur d'Esteban se serra. Il se souvenait de cette nuit, une réunion tendue, un délai impossible, une décision morale mise de côté au nom du profit. Il ferma l'ordinateur et passa ses mains sur son visage. Pour la première fois depuis des années, le silence de sa propre conscience lui sembla plus lourd que n'importe quel scandale public. Pendant ce temps, Daniel reprenait sa routine simple. Il passa des jours à éviter les interviews, jusqu'à ce qu'un courriel inattendu change tout. Il venait d'une femme nommée Sakura Hatanabe, de l'Institut de préservation de la langue japonaise. « Monsieur Reyes, nous avons vu la vidéo et votre analyse. Votre maîtrise du keigo et des formes archaïques est impressionnante. Nous souhaitons vous inviter à une bourse de recherche à Kyoto. » Daniel resta sans voix. Kyoto, le rêve de son père. Il répondit le jour même par un « oui ». Les semaines suivantes furent un tourbillon. L'affaire Vegatech devint un documentaire. Des débats sur l'éthique et la technologie émergèrent dans tout le pays, et Daniel, bien que réticent, fut invité à parler dans des universités. À chaque conférence, il répétait la même phrase. Traduire, c'est redonner de la dignité aux mots. Lorsqu'il arriva au Japon, l'hiver l'accueillit avec une neige fine. Sakura l'attendait à l'aéroport, le visage serein. « Bienvenue, Reyes-san. Votre père était respecté ici. »
Il a travaillé avec nous avant de disparaître du monde académique. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Il n'a jamais disparu, dit-il. Il a juste été oublié. À l'Institut, les murs étaient couverts de bibliothèques anciennes. Sakura le conduisit dans une salle isolée. Sur une table reposait une boîte métallique. Nous avons trouvé cela dans les archives de votre père. Ce sont des manuscrits, des traductions et des lettres jamais publiées. Daniel ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, des feuilles jaunies et des annotations en japonais et en espagnol. L'écriture était unmistakable. Mon Dieu, il a tout écrit à la main. Parmi les papiers, il y avait une lettre scellée à l'encre rouge. Il l'ouvrit, les mains tremblantes. « Fils, si un jour ces mots te parviennent, cela signifie que ma voix résiste encore. La traduction est un pont entre les mondes, mais seuls les justes peuvent le traverser. » Daniel ferma les yeux. Il eut l'impression que son père parlait à travers le temps. Dans les mois qui suivirent, il plongea dans le travail avec une passion qui surprenait les linguistes locaux. Il découvrit des significations cachées, des expressions de compassion oubliées, des structures philosophiques sur l'équilibre entre vérité et silence. Sakura l'observait avec une admiration croissante. « Tu traduis comme si tu priais », dit-elle une nuit. Daniel sourit. Peut-être que c'est le cas. Pendant ce temps, à Mexico, Esteban Vega commençait à changer. Il créa un fonds au nom de Pedro Reyes, finançant de jeunes traducteurs et chercheurs de langues anciennes. Lors de la cérémonie d'ouverture, il prononça un discours d'une voix tremblante. « Pendant des années, j'ai cru que le pouvoir venait de l'argent. Aujourd'hui, je sais qu'il réside dans le mot « juste dit au bon moment ». Le public l'applaudit, mais Esteban savait que ce n'était pas une rédemption, juste un premier pas. Des mois plus tard, Daniel reçut une boîte en provenance du Mexique. À l'intérieur, une montre ancienne et une lettre. « Daniel, ton père m'a appris quelque chose. Même après sa mort, le temps que j'ai passé à me taire fut ma plus grande erreur. Merci de m'avoir retraduit vers l'humanité. E. Vega. » Daniel tint la montre longtemps. Puis, il la mit à son poignet, réglant l'heure exactement à 22h47, l'instant où tout avait commencé. Cette nuit-là, il marcha jusqu'à la rivière Kamo, à Kyoto. Le vent soufflait froid et doux, portant le parfum des cerisiers. Il sortit la lettre de son père, la lut une dernière fois et la laissa tomber dans l'eau. « J'ai compris ce que tu voulais m'apprendre, » murmura-t-il. « La vérité est la langue qui ne meurt jamais. » Les vagues emportèrent le papier lentement, le dissolvant comme si les mots retournaient au monde d'où ils venaient. Daniel resta là jusqu'à l'aube. Quand le soleil apparut, il sourit. Il n'était plus le garçon au sac à dos, ni le traducteur d'un contrat. Il était l'héritier d'un héritage invisible, le don de restaurer le sens perdu. De retour à l'Institut, Sakura l'attendait avec du thé chaud et une nouvelle proposition. Le gouvernement japonais souhaite créer un programme d'échange linguistique avec l'Amérique latine. Ils veulent que vous le dirigiez. Daniel la regarda avec tendresse. Mon père dirait qu'il reste encore beaucoup à traduire. Sakura sourit. Alors commençons. Et tandis qu'il marchait parmi les jardins du temple, le son lointain d'une cloche résonna dans l'air. C'était le même son que Pedro Reyes avait décrit dans une de ses anciennes notes. La langue du cœur n'a pas besoin de traduction. Le monde, pensa Daniel, commençait enfin à le comprendre.